de la disparition de la bienheureuse sœur Anne-Marie Tenenga Peta. Dans cette édition, des images inédites d'Iziro vous seront présentées. Antena, le journal, Sylvie Fortuné, Mboula. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition du week-end sur nos antennes et surtout merci à vous tous qui nous restez fidèles. Vous l'avez suivi au sommaire, la Direction générale des migrations a démantelé un grand réseau des mafieux spécialisés dans la délivrance de faux visas de toutes sortes. Les fausseurs a reconnu son forfait et se soumet entre les mains de la justice congolaise, comme nous le dit Nadia Koulinfouka Malala dans ce reportage. Incroyable mais vrai, plus de 200 cachets humides et même secs, des passeports de diverses nationalités et plusieurs autres objets saisis entre les mains de M. Nsimba Mavakala, André, un expert faussaire. Ce dernier agit à la tête d'une bande en complicité avec deux éléments de la DGM, les nommés Kombelu Bangugi Verlin et Mongwe Manzo Eugène, dans la délivrance de toutes sortes de visas de la RDC, ses représentations diplomatiques à travers les mondes comprises, et aussi d'autres ambassades. Plus grave encore, sa filière s'étend jusqu'en Europe. Et c'est dans sa résidence au quartier 4e rue Mangembo dans la commune d'Endjili que l'escroc s'établit son état-major, une véritable caverne, laboratoire de toute prouesse maléfique. Pris la main dans les sacs, grâce à la dextérité du service de migration, les faussaires reconnaissent son forfait. C'est un agent de la DGM qui m'avait introduit dans cette affaire. Mais le tout s'est fait selon la demande de la clientèle. Nous sommes en tort. L'État congolais devra faire tout selon son pouvoir. Voilà qui est bien. La justice devra se saisir de ces dossiers et appliquer la loi dans toute sa rigueur. Il s'est de souligner ici l'importance pour le gouvernement de doter finalement la DGM des imprimantes pour éviter d'éventuelles fraudes. La DGM, avec ses moyens du bord, s'emploie à traquer tous ceux qui tentent d'usurper son pouvoir et d'utiliser malencontreusement ses prérogatives jusqu'à leur dernier retranchement. Aux faussaires et à tous ceux qui seront tentés de se lancer dans l'aventure des déchantés. Évasion massive à la prison centrale de Bandundu ce matin, le matin de ce samedi 23 août 2014. La cause de cette évasion n'est rien d'autre que la mort d'un prisonnier arrêté par l'auditorat dans l'après-midi du vendredi. Les détails avec notre correspondant sur place, Thierry Ngoy. C'est le bilan d'une tension qui a régné ce matin à la prison centrale du 51e de Bandundu. Selon le directeur de la prison, cette évasion massive des prisonniers est causée par un élément de la police torturé et acheminé dans la nuit de vendredi à la prison centrale de Bandundu par les éléments de l'auditorat militaire garnison de Bandundu. La tension est montée d'un cran ce samedi matin quand les prisonniers ont appris le décès de cet élément de la police. À la cité, les collègues policiers sont venus nombreux tous ce matin devant la prison centrale de Bandundu pour exprimer leur mécontentement devant les magistrats militaires instructeurs du dossier. À l'entrée du magistrat militaire à la prison centrale du Bandundu pour constater le décès de ces policiers que les pensionnaires des celliers de détention l'ont passé à tabac avant de casser la porte centrale de la prison, se sont évadés, dont un seul a été tué pendant sa fuite par les policiers commis à la garde de la prison. Depuis Bandundu-Ville, Céline Goïka Mwanga pour Antenne 1. De retour à Kinshasa, pour vous dire que le ministère de Transport et Voies de Communication a organisé la journée de transport ce samedi 23 août 2014 à la Foire internationale de Kinshasa, Fikine. Le thème choisi pour célébrer cette journée est PME et PMI, moteur de développement de la République démocratique du Congo, impact de transport dans les PME et PMI. Le reportage est de Anne-Marie Ossite, Patricia Molengombolekuni et David Tembeni. Au cours de cette conférence débat qui a réuni le personnel du ministère de Transport et Voies de Communication, promouvoir le développement de PME et PMI en République démocratique du Congo a été le nœud du débat de cette rencontre. Cet échange a été l'occasion pour le ministère de Transport et Voies de Communication de faire le point sur la situation actuelle de ce secteur en RDC. C'est pourquoi la principale typologie des entreprises, selon leur taille, reprend les critères des effectifs. Selon donc ces critères, les petites et micro-entreprises sont celles dont l'effectif est de moins de 10 salariés.
tandis que les moyennes entreprises sont celles dont l'effectif varie entre 10 et 500 employés salariés. Et enfin, les grandes entreprises sont donc celles dont l'effectif est plus de 500 salariés. Pour concilier la théorie à la pratique, une visite guidée a été effectuée dans le stand de la Société commerciale de transport et port ex-Onatra. Avec la relance du trafic fluvial, vous avez vu vous-même ici que nous sommes en dessous de la maquette de l'ITB Kokolo qui va bientôt prendre de l'eau avant la fin de l'année, mais aussi en augmentant la capacité de traitement de marchandises au niveau des ports maritimes. Nous sommes aujourd'hui à 8 postes d'accostage sur 10 et les 2 autres sont en réhabilitation et seront terminés bientôt. La SCTP ex-Onatra a dans son actif plusieurs réalisations, notamment la réhabilitation du quai 4-3 sur 10 dans le port de Matadi, la réhabilitation de ITB Kokolo et l'acquisition de 3 locomotives afin de redynamiser le géant Onatra, aujourd'hui SCTP. D'autre part, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange, et la représentante adjointe de l'UNICEF en RDC, Sylvie Forette, ont remis officiellement 2 équipements médico-sanitaires acquis dans le cadre du projet d'équipement de structures sanitaires aux 2 Kasaï. La cérémonie a eu lieu ce samedi 23 août à l'entrée pro de l'UNICEF, ensuite au rond-point Sosimat, point du départ du convoi de camions à destination de province de Kasaï. Patricia Bassois, Safi Maléou ont pris part à cette cérémonie. Après le Bandundu, c'est au tour de 2 Kasaï de bénéficier des équipements médico-sanitaires dans le cadre du projet d'équipement de structures sanitaires PS. Ces équipements serviront à réhabiliter des zones de santé sélectionnées. Naturellement, ce n'est pas pour rien que les gouverneurs sont là. C'est un programme initié par le chef de l'État et dont l'appropriation est faite par les gouverneurs de province. La pérennisation va se faire à la base. Les gouverneurs, d'ailleurs, je suis content parce que les 2 gouverneurs ont même décidé de prendre des arrêtés pour le suivi de ce programme dans les différentes structures. Pour Sylvie Foué, ce geste est nécessaire, d'autant plus qu'il vient en appui à la lutte contre la morbidité maternelle et infantile, ainsi que certaines maladies épidémiologiques en République démocratique du Congo. Ces matériels, financés sur fonds propres du gouvernement, vont contribuer à offrir à la population des Kasaï des soins de santé de qualité suivant le programme national de développement sanitaire élaboré par le ministère de la Santé. Les bénéficiaires ne sont pas restés insensibles face à l'acte posé par le gouvernement congolais et l'UNICEF. Le gouverneur de 2 Kasaï, Alphonse Ngoyi Kassanji, et Alex Kandemou-Pompa ont en quelques phrases remercié le gouvernement au nom de leur population. Il y a des ambulances, des équipements médicaux acquis sur fonds propres du gouvernement de la République. Je tiens à traduire ma satisfaction, la satisfaction de notre population de la province du Kasaï oriental pour toutes ces acquisitions. Pour rappel, le PS a été lancé le 13 décembre 2013 au centre hospitalier de Kisenso par le Premier ministre Matata Ponyo. L'acte posé ce jour entre dans le cadre de la finalisation de la phase 1 du projet, à savoir la construction et la réhabilitation des centres de santé et hôpitaux généraux de référence. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou, a réuni le vendredi le représentant des différentes organisations de la société civile de Matadi pour expliquer l'économie de sa feuille de route. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Ledia. Les détails dans cette correspondance de Daniel Kadi qui a été joué au téléphone par Natacha Boumongo. C'est à marge des échéances électorales qui auront lieu en République démocratique du Congo à partir de l'année prochaine qu'un cadre de concertation des élections a été mis en place par la Commission électorale nationale indépendante dirigée par l'abbé Apollinaire Malou. C'est dans cette perspective organisationnelle des élections que cette rencontre a eu lieu entre les cadres de la CENI et les membres de la société civile, les chefs des partis politiques, confessions religieuses, les organisations des jeunes, les organisations des droits de l'homme, les chefs coutumiers. Le but poursuivi de ce cadre de concertation, c'est celui d'établir un échange citoyen sur le processus électoral, lequel se trouve être confronté à beaucoup de défis et enjeux qui nécessitent un éclairage et une explication franche à la population. En bon pédagogue, l'abbé président a épinglé 2 défis, à savoir le défi organisationnel
qui tient sur la régularité des élections, car la RDC, dit-il, doit arriver au point d'organiser les élections de façon régulière, sans faillir en quoi que ce soit, et éviter des arriérés électoraux que le pays connaît en ce qui concerne les élections urbaines, locales et municipales qui n'ont pas été organisées telles que programmées et qui vont être organisées cette fois-ci à partir du mois de juin 2015. Daniel Kadi, Matadi, Antenne A. À l'Université pédagogique nationale, nous sommes de retour à Kinshasa. Le professeur Antoine Mumba, doyen de la faculté de la médecine vétérinaire, a fait les bilans de son département pour l'année académique 2013-2014. L'année académique 2013-2014 à la faculté de médecine vétérinaire s'est achevée sur un bilan positif, à en croire le doyen de cette faculté, Antoine Mumba Djambo. Avec un effectif d'une centaine d'étudiants, la faculté de médecine vétérinaire est tout de même confrontée à un problème d'infrastructure. Voilà pourquoi elle s'est lancée un nouveau défi pour l'année académique 2014-2015, c'est celui de construire ses propres bâtiments. Au niveau de perspective, par exemple, nous aimerions avoir notre propre bâtiment, c'est-à-dire des bâtiments propres à la faculté de médecine vétérinaire où nous allons incorporer tous les laboratoires appropriés à chaque service et avoir des salles appropriées pour les travaux pratiques aussi, tels que la clinique vétérinaire. Les portes sont donc ouvertes pour l'année 2014-2015 et la faculté de médecine vétérinaire de l'UPEN est plus que déterminée à atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés. Et puis le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, a officiellement clôturé les travaux de la première revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation, travaux qui ont eu lieu du 20 au 22 août 2014 au Fleuve Congo Hôtel. À l'issue des travaux, les participants ont pris l'engagement de mettre l'enseignant au cœur de politique d'éducation définie par les PEU. Précieux Mangonzoy, Patricia Moulengombolekuni, images et commentaires. Tous les enfants à l'école pour un enseignement de qualité, c'est autour de ce thème que les participants aux assises de la première revue conjointe du plan intérimaire pour l'éducation ont réfléchi dans le but d'évaluer sans complaisance les réalisations des engagements pris en vue d'atteindre les objectifs accès, qualité et gouvernance. Après 3 jours d'intenses travaux en atelier et en plénière, les participants se sont convenus sur plusieurs points. Il a été recommandé que l'action dans ce domaine se recentre davantage sur une priorisation de la classe préparatoire au primaire. Maker Mwangou, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, a dans son mot de clôture invité les participants à plus d'engagement. Voilà pourquoi mon regard se tourne donc vers nos collaborateurs du ministère, du cabinet, de l'administration centrale jusqu'à l'école. Nous vous avons vu avec fierté et dévouement animer des ateliers et des débats. Mobilisons-nous pour que cet engagement change l'école, qu'un lien étroit soit établi entre Kempinski et l'école. Une école ouverte et accueillante, une école dispensant un savoir de qualité et utile à la société congolaise. La première revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation PIE a été élaborée pour 3 ans dans le souci du développement du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, de l'optique de former de cadres qualifiés et des ouvriers spécialisés, gage de l'émergence. Les organisations féminines sont engagées depuis 6 ans dans un lobbying pour la promulgation de la loi sur la parité. C'est vendredi 22 août, il a été organisé au Centre congolais de l'enfant et de la famille et sous la conduite de la Ligue internationale de femmes, pour la paix et la liberté, une séance de restitution de leur entretien avec la présidente de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale. Polydor Ngaziami, Josène Belébélé. Le processus de promulgation de la loi sur la parité va bon train. Ce vendredi 22 août 2014, les organisations féminines engagées dans ce dossier ont suivi la restitution de l'échange entre leurs représentantes et la présidente de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, l'honorable Eve Bazaïba, sur le processus interne de la loi sur la parité. Il y a une semaine, on a fait un atelier où ensemble,
avec les autres femmes des organisations, nous avons essayé de voir quelles sont les stratégies nouvelles que nous devons mener concernant cette loi. Alors, il y a eu des recommandations qui sont sorties. C'est d'abord de voir l'honorable Eve Bazaïba et ensuite de faire la restitution. La promulgation de la loi sur la parité est un processus, a rappelé la présidente de WILF RDC. Le processus n'est pas bloqué, il continue. La démarche actuelle des organisations féminines a pour objectif l'adoption rapide de la dite loi. Donc la démarche que nous sommes en train de faire, d'abord, pour que cette loi puisse être inscrite sur l'agenda et pour qu'on puisse pousser aussi qu'elle soit adoptée au moins avant la fin de l'année. Ça ne serait que une façon d'offrir à la femme congolaise ce qu'elle a toujours revendiqué. Le projet de loi sur la parité avait été renvoyé à la Cour suprême de justice pour non-conformité de 7 de ses articles à la Constitution, parmi lesquels l'article 4 qui stipule que l'homme et la femme jouissent de façon égale de tous les droits politiques. Il s'est agi entre autres pour la rencontre de ce 22 août de peaufiner encore d'autres stratégies susceptibles de booster le processus de son adoption au Parlement et sa promulgation. En prélude de la célébration du 50e du martyre de la bienheureuse Anouarite Nengapeta, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, organise une série d'activités dans le pèlerinage à Isiro où la sœur Clémentine a trouvé la mort. José Moussangana a interrogé le deuxième secrétaire général adjoint de la SENCO à ces sujets. La première activité va consister justement à cette sensibilisation, à cette mobilisation. Et elle sera faite de conférences. Et je vous dis qu'il y a déjà des conférences qui ont eu lieu déjà depuis le mois de février, etc. Il y a des conférences qui ont été tenues et on voudrait en faire d'autres pour faire connaître la bienheureuse. Et en plus de cela, il y a le festival de chants, des chants religieux, des chants dédiés à la bienheureuse Anouarité. Et on parle également donc de la flamme bienheureuse Anouarité. C'est-à-dire qu'on va promener la flamme à travers les diocèses, à travers les provinces, pour faire connaître justement la figure de la bienheureuse. Donc voilà plus ou moins en gros la première activité, une des activités. Alors la deuxième activité, pèlerinage, est envisagée en ces deux diocèses. Et pour le diocèse de Wamba, on souhaiterait que ceux qui veulent s'y rendre, qui partent avant le 26, puisque à partir du 26 au diocèse de Wamba, on a l'habitude de commémorer les martyrs, ceux qui sont morts avec la bienheureuse. À Isiro, dans la province orientale, notre envoyé spécial Eric Izami a été prendre les images exclusives du mausolée de la bienheureuse Anouarite Nengapeta. L'image de sa bienveillante personne plane partout dans la ville incarnée par elle comme un symbole. La bienheureuse sœur Anouarite Nengapeta. À l'aéroport d'Isiro Matari, dès la descente de l'avion, c'est sa photo grandeur nature qui vous accueille. Plus loin, ici, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, son histoire est encore vivace. Dans l'enceinte, on y trouve sa sépulcre. Les gens viennent de partout pour honorer leur modèle. Comme pour cette dame, un rêve est devenu réalité. Voir, toucher là où gît le corps de la bienheureuse est un merveille. Franchement, moi, j'entretiens avec Anouarite une relation très très particulière depuis ma jeunesse. C'est un rêve qui revient, une réalité. C'est plus qu'un rêve. Pour moi, c'est une grâce de me retrouver ici à Isiro, dans cette cathédrale, de prier à l'endroit où Anouarite, le corps d'Anouarite est enterré. C'est tellement émouvant pour elle, en vie, qu'elle se rappelle ces années Kizito Anouarite. Elle devrait continuer à être donnée en référence aux jeunes parce que je vois que c'est dans sa jeunesse qu'elle a connu ce qu'elle a connu. Par rapport à un engagement qu'elle a pris, elle a dit « j'y reste fidèle, je le prends en toute liberté et j'y reste fidèle ». Par rapport à des convictions, je les assume et jusqu'au bout. Et s'il faut que la mort passe par là, j'accepte et j'assume. Et je pense que ce langage-là manque aujourd'hui à la jeunesse.
Ces mouvements de jeunes chrétiens catholiques, déclare cette femme, l'a encadrée toute petite au Katanga, à l'extrême sud-est du Congo-Kinshasa. L'autorité devrait maintenir le groupe Kizito et Anuarité. Je pense et je suis convaincue qu'il faudrait qu'on ressuscite encore ce mouvement. Je sais qu'il y a ça et là des poches, des cas de Kizito Anuarité qui existent, mais franchement je reste convaincue qu'il faudrait qu'on reparte encore à la source et qu'on revoie pour l'encadrement des enfants et des jeunes qui seront les adultes de demain. Ici au mieux, la République démocratique du Congo va bientôt célébrer les cinquantenaires de son assassinat, avec espoir que tous devrions militer pour faire cesser les tueries gratuites au Congo et à travers le monde. Ça vibre déjà au parking du Grand Hôtel Kinshasa au rythme de la louange et de l'adoration avec le pasteur Moïse Mbiye. Sachez que le Grand Hôtel Kinshasa, en collaboration avec Vodacom Congo, organise 2 concerts. Aujourd'hui, samedi, le concert a déjà commencé et puis demain, dimanche, au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Mais nous vous proposons de suivre la conférence de presse qu'a tenue le pasteur Moïse Mbiye. José Moussangana était présent pour le compte d'Antenne. 2 concerts à ciel ouvert seront livrés le samedi 23 et dimanche 24 août au Grand Hôtel Kinshasa par Moïse Mbiye. Après les mots de remerciement au cours de cette conférence de presse, l'artiste pasteur est passé au crible de questions des journalistes. En ce qui concerne la chanson Losambo, dont les clips les placent au centre des signes que d'aucuns qualifient de kabbalistique, l'artiste répond. Le clip a été tourné dans un restaurant où tout le monde a l'habitude de manger. Je suis allé manger un jour là-bas, je me suis dit je reviendrai un jour ici. Et quand j'ai voulu réaliser mon clip, je suis rentré là-bas parce que j'avais aimé les cadres. Mais moi je me dis, bon, si aujourd'hui j'ai dit à quelqu'un, en tout cas tu as échoué 0, je fais ça. Et quelqu'un se lève et me dit, ça c'est un signe je sais pas, franc-maçonnique, Illuminati, tout ce que vous voulez. Écoutez, finalement on va vivre... On doit avoir des gants de boxe pour se couvrir le main, pour ne pas faire des signes dans la vie. Oui, donc partout il y a des signes. Moi, en tout cas, j'aurais pas peur de faire ça. J'aurais pas peur de faire ça. J'aurais pas peur. Parce que je me dis finalement, il faudrait pas mettre les gens mal à l'aise avec ces choses-là. Venez donc déguster cette bonne musique de sphère qui élève l'âme. Bonne dévotion. Et puis en religion toujours, c'est demain dimanche 24 août que sera consacré le nouveau temple de l'Assemblée chrétienne de Rigini. À cette occasion, le pasteur de l'église Léonard Barouti Kassongo invite tous les fidèles de l'église et tous les chrétiens de partout de venir participer au culte des dédicaces à partir des 6 heures juste sur l'avenue Paroisse dans la commune de Lemba. Les révérends pasteurs invitent aussi toutes les autorités du pays à rehausser de leur présence dans ces 10 temple. Paulin Kalamba et Juzen Belebele y reviendront demain avec images et commentaires. Un week-end explosif à Kinshasa avec la rencontre de la 6e et dernière journée de la Ligue de champions d'Afrique qui mettra aux prises l'association sportive V-Club et le tout-puissant Mazembe au stade Tata Raphaël. C'est dimanche 24 août 2014. Papi Katassi vous présente cette force en présence. L'affiche Vita Club TP Mazembe de ce dimanche au stade Tata Raphaël de la Kétul de Kinshasa est la 4e rencontre entre les 2 clubs rivaux de la RDC pour cette année. Sur les 3 dernières confrontations, l'avantage est du côté de Badiangwena. Cette fois-ci, l'affiche porte les couleurs du match retour de la très lucrative Ligue des Champions, 18e de la série. Déjà à l'aller, les Badiangwena ont eu raison de Banambongo sous la marque de 1-0 avec la signature du Tanzanien, l'international Ali Bwana Samata. Malgré que les 2 formations sont qualifiées pour les Caridas, l'affiche de ce dimanche aura le parfum d'un match de repositionnement compte tenu de la suite à donner au premier de ces groupes A. Face à l'AS Vita Club de Kinshasa, Patrice Carteron, qui a la totalité de son effectif, après un stage bien réussi en Dola, avec 2 rencontres amicales face à Kabwe Warriors et Zanaco United, fera confiance à Robert Kidiaba au perche. La défense à 4 classique sera reconduite. Yao Fripong au couloir droit, Akasusula Kilisho occupera naturellement les couloirs gauche. Salif Koulibaly et les capitaines Joël Kimwa Kimpela formeront l'axe de la défense.
Diarra jouera le rôle de la sentinelle devant la défense. Glaxon Awako sera le meneur des jeux de cette rencontre pour alimenter l'attaque à 5 composée de Salomon Asante, Refod Kalaba, Given Singuluma et surtout de l'international tanzanien Ali Mbwana Samata. De son côté, Flora Ibenge Ikwange pourra faire confiance à Nelson Lukong au bois. De gauche à droite de la défense, on retrouvera Ebunga Simbi Saoulé et Mabele Bawaka. Dans l'axe, Patrick Amampouya formera ses compartiments du jeu avec Dayo le Camerounais. 2 sentinelles juste devant la défense, Nelson Munganga et les Mamabidi. Gilou Sadissou sera le véritable métronome. Tentera sûrement d'apporter de l'eau au moulin de l'attaque à 3 composée de Firmin Mumbele, Hervé Louvumbu et l'Ougandais Younous Sentamou Junior. Vita Club TP Mazembe de ce dimanche reste une affiche des marques, des tailles et de tous les enjeux. Et pour éviter les incidents survenus lors de la rencontre du 11 mai 2014 à Kinshasa entre Vita Club et le tout-puissant Mazembe, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Henri Kimbutayango, a réuni autour d'une table ce samedi les représentants de forces de l'ordre ainsi que des 2 équipes Vita Club et tout-puissant Mazembe. Encore une fois, Papi Katasi. Autour d'une même table, ce vendredi 22 août, à l'hôtel de ville de Kinshasa, le gouvernement provincial, représentants des forces de l'ordre, l'AS Vita Club de Kinshasa et le TP Mazembe. Objectif, permettre le bon déroulement du match de ce dimanche. Je peux rassurer l'opinion, je peux rassurer les Kinoises et les Kinois que l'autorité IBEN a pris toutes les dispositions pour que tout se passe bien. Vous quittez votre maison, vous laissez vos enfants, vous laissez votre femme, vice-versa. Il faudra que vous rentrez à la maison sans incident, sans problème. L'autorité urbaine a pris toutes les mesures nécessaires. Il appartient aux Kinoises et aux Kinois de se comporter comme il se doit. Constant Omari Selemani, président de la FECOFA, s'est dit satisfait du compromis trouvé. Il y a eu un tour d'horizon. Tous les dispositifs sécuritaires ont été acceptés par les différents participants. Les 2 clubs ont apporté chacun un message de soutien et d'espoir. Et nous croyons que tout se passera très bien. Un appel de fair play a été lancé par les 2 clubs. Nous avons demandé que les principes de sécurisation soient observés au cours du match. Et nous avons lancé un appel à nos amis du comité des 20 clubs pour que nous soyons ensemble, que le match se termine. Nous avons joué le match aller à Lubumbashi, ça s'est passé très bien, sans incident. Nous voudrions qu'à Kinshasa, le match retour se déroule dans de bonnes conditions, comme l'a souhaité du reste l'autorité provinciale et le président de la FECOFA. Dans l'espoir que cet appel sera respecté par les supporters de déformation. Il ne nous reste plus qu'à dire bonne chance aux Corbeaux et aux Dauphins Noirs. En judo, du 18 au 22 août 2014, les cadres techniques de la Ligue provinciale de Kinshasa Judo a organisé un séminaire. Donner une formation ici à Kinshasa. Ouais, c'est la raison pour laquelle nous avons profité du séjour de Lebo, qui vient de sortir de l'Institut national du judo de Paris comme entraîneur, pour qu'il puisse dispenser ce qu'il a à nos athlètes. Et on a vu qu'il y a quand même beaucoup de changements. Parce que ça fait au moins plus de 4 ans que le judo ne sort pas. On profitait parfois quand il y avait la compétition africaine, les judokas sortaient et les entraîneurs suivaient un cours peut-être de 2 jours seulement. Maintenant, mais il est avec nous pour 5 jours, avant midi et après-midi. Le championnat ou les championnats ont déjà repris dans différentes ententes. Et comme à l'accoutumée, nous attendons la fin de chaque entente, enfin d'organiser la 15e édition de la Ligue province de Kinshasa. Donc un championnat qui regroupe le meilleur venant de différentes ententes. Et nous disons pour cette année, la 15e s'est faite aussi. Pourquoi la 15e ? Ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Un samedi pas comme les autres, au nom de mon chef d'édition, Ndaye Ilambwechi, et toute l'équipe qui a travaillé ce soir, nous souhaitons un heureux mariage au couple Mboutavokia, Henri Noël et Rachel. Nous disons tout simplement heureux mariage. Merci, je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Bonsoir.